à tous et bienvenue dans votre journal des sports JDS La Quotidienne. Voici le sommaire de ce mercredi 24 janvier 2018. Au sommaire de ce JDS, au plan national, le chef d'état-major des armées donne le ton du réveil sportif dans son effectif et appelle à l'excellence dans toutes les disciplines. Toujours des nouvelles du mercato en Europe, du nouveau souffle pour Stéphane Sessegnon. Aubameyang partira ou partira pas à Arsenal. CHAN 2018, la Libye chipe le billet de la qualification pour les quarts de finale au Rwanda dans les dernières secondes. L'actualité nationale nous mène tout droit pour commencer dans les locaux du camp Gallieni où le chef d'état-major des armées, le général de division Touré Sekou a reçu la Fédération ivoirienne de Maracana. Le général a tenu à récompenser et à féliciter surtout les militaires et policiers qui ont pris part à la récente victoire de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. C'était du côté du Mali. Le résumé avec Sébastien Ounia Aïwa. Encourager et féliciter les athlètes pour le travail bien fait et bien accompli, c'est ce qui explique cette audience accordée à la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées par le chef d'état-major des armées, le général de division Touré Sekou. En effet, 8 de ces militaires ont participé à la brillante victoire des éléphants maracaniers au Mali, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. 2 entraîneurs, Yobo Sylvain Yolou Barouan, 6 athlètes, Koulibaly Mamadou, Mbrakofi Jonas, Digbe Balogwe, Diomande Zoumana, Kone Zoumana et Zawi Darius Bonli. Tous sont en équipe nationale depuis 2012. Ils ont remporté 5 CAN, 3 avec les vétérans et 2 avec les seniors. Le général Touré Sekou a reconnu leur mérite, car ils ont instauré la discipline qui fait la force de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Tournoi du district d'Abidjan à Djorobité, doté du trophée de la fraternité, première édition remportée par l'équipe de Technico en finale qui s'est imposée face à celle de Zénith FC. Le résumé avec Esso Jean Silver et Samuel Metch. Le village de Djorogobité, situé face au nouveau CHU d'Angré, a accueilli la finale de la première édition du tournoi autonome du district d'Abidjan, doté de la Coupe de la Fraternité. Pour cette finale, les 2 meilleures équipes du tournoi, Technico et Zénith FC, se sont affrontées dans un bel esprit. Un seul but a été inscrit dans ce match, œuvre de Gaël Kwaku Sylvanus, à la 10e minute. Ce but permet à l'équipe de Technico de remporter la première édition. 5 équipes ont pris part à cette édition. Djorogobité, FC Abidjan, Solo Diomandé, Zénith FC et Technico. Pour cette finale, le parrain M. Germain Conan, président de la commission recherche de financement de la Ligue Abidjan Sud, avait à ses côtés la chefferie du village de Djorogobité, M. Assier Kablan, président de la Ligue Sud de football, et 2 anciennes gloires du football ivoirien, Daola Sina et Guéhi Cassio. L'objectif de ce tournoi est la détection des jeunes talents, mais aussi aider le village de Djorogobité à sortir du sous-développement. Fini la première édition du tournoi de la ville d'Abidjan, doté de la Coupe de la Fraternité à Djorogobité. À l'année prochaine pour la 2e édition. Le ministère des Sports se dote d'une web TV. Le directeur de la communication du ministère des Sports, Koliabo Sébastien, a convoqué toutes les fédérations sportives afin de leur présenter la nouvelle stratégie de communication de ce ministère. C'était hier dans les locaux de l'institution au plateau. Patrick Dadier et Sébastien Ounia nous en parlent. Nous reviendrons donc sur cet élément tout à l'heure ou demain. Voilà. Pour l'instant, rendons-nous à l'international.
Nous allons donc démarrer ce tour d'horizon à l'international avec le comité exécutif de la Confédération africaine de football qui s'est réuni le 10 janvier dernier du côté de Casablanca. Mais avant, permettez-moi de parler de cet accord entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Un accord signé par les différents ministres des sports en vue de redynamiser le sport en Côte d'Ivoire. Soucieux de faire du sport ivoirien une référence sur le plan mondial et conscient de la place du sport dans le développement socio-économique, François Albert Amicha a repris son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre d'un pays ami et frère dans le cadre d'une collaboration gagnant-gagnant. Tout aussi désireux de renforcer les liens unissant les deux peuples, de développer et de promouvoir toute coopération en matière de sport, c'est avec joie que Rachid Talbi Alami, le ministre en charge des sports au Royaume du Maroc, a accueilli ce partenariat. Ce protocole d'accord paraphé par les deux patrons du sport ivoirien et marocain encourage la coopération entre les organisations, les fédérations et les institutions sportives. Ont été également pris en compte les sportifs de haut niveau, les instituts de formation des cadres sportifs, les étudiants des instituts de formation des cadres, notamment l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, et l'Institut royal de formation des cadres de Rabat. Par ailleurs, le ministre des Sports et des Loisirs a rassuré son homologue quant au soutien de la Côte d'Ivoire concernant la candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde en 2026. Et justement, cette Coupe du Monde en 2026, le Maroc qui a officiellement annoncé sa candidature. Le royaume chérifien qui compte tout mettre en œuvre pour réussir l'organisation de cette compétition. Et pour défendre cette candidature, le Maroc a fait confiance à deux grandes stars du football ivoirien et marocain. Il s'agit de Didier Drogba et de Samuel Eto'o. Comme je le disais tout à l'heure, le comité exécutif de la Confédération africaine de football s'est réuni le 10 janvier dernier du côté de Casablanca, toujours au Maroc. Au cours de cette réunion, plusieurs décisions ont été arrêtées concernant les grandes compétitions. Le résumé avec Esso Jean Silver et Samuel Metch. Réuni à Casablanca sous la présidence de Ahmad Ahmad, président de la CAF, le comité exécutif a pris certaines décisions concernant cette organisation. À partir de cette année, les arbitres désignés pour les matchs des compétitions de la CAF seront directement pris en charge par l'instance au sujet de leurs indemnités. Une promesse de campagne du président de la CAF qui a décidé de mettre fin au règlement qui imposait aux fédérations hôtes de payer ces indemnités. Outre cette décision, le comité exécutif a validé les candidatures pour les 4 postes vacants du Burkinabé Sita Sangaré au niveau de la zone Ouest B, du Gabonais Pierre-Alain Mouguengui dans la zone Centre, le Libyen Jamal El Jafri, zone Nord, et le Sénégalais Augustin Senghor du côté de la zone Ouest A. Il est à noter la non-validation de la candidature de l'Algérien Bachir Ould Zmirli. Le comité exécutif a également approuvé le calendrier des compétitions interclubs pour l'année 2018 et modifié les règlements de ces compétitions avec désormais un tirage au sort supplémentaire intervenant avant les quarts de finale. En plus de ces décisions, il faut ajouter la mise en place cette année de la résolution du symposium sur le football africain, d'un changement de périodicité pour les compétitions interclubs. À cet effet, la prochaine saison, en guise de transition, débutera en décembre pour s'achever en mai 2019 avec une application rigoureuse des règlements sur la licence de club. Dès 2019, le cycle ira de septembre à mai de l'année suivante. S'agissant de la préparation du CHAN Éthiopie 2020, une mission d'inspection de la CAF sera conduite dans le pays au cours du premier trimestre 2018. Enfin, le kit Fieldwiz, dispositif technologique pour un meilleur suivi des performances des joueurs, déjà offert par la CAF aux 5 sélections africaines qualifiées pour la Coupe du Monde Russie 2018, sera également offert aux autres 49 associations membres. Dernière semaine du mercato hivernal, des arrivées et des départs au programme. C'était dans l'air, c'est maintenant confirmé après 7 saisons au Barça.
Javier Mascherano quitte la Liga. L'Argentin était arrivé en 2010 au Barça en provenance de Liverpool. Il a joué plus de 300 matchs sous le maillot Blaugrana et remporté plusieurs trophées dont la Ligue des Champions. Une cérémonie en l'honneur du joueur a été organisée au Camp Nou ce matin. Si le futur club du joueur de 33 ans n'est pas encore révélé, il s'agit vraisemblablement de Hebei China Fortune, le club de Gervinho. Et le capitaine Gervinho, pour rappel, qui est en ce moment en préparation du côté de l'Espagne avant de rejoindre son club en vue de la reprise du championnat chinois. On continue avec les transferts. Les négociations chauffent entre l'AS Roma et Chelsea concernant l'arrivée de Edin Dzeko. L'attaquant bosnien susciterait un vif intérêt des Blues qui cherchent désespérément un buteur dans ce mercato. Mais ce n'est pas tout. Les dirigeants de Chelsea envisagent réussir un coup double à l'AS Roma en recrutant également Emerson dos Santos, arrière gauche du club de la Louve. En échange, c'est l'attaquant belge Batshuayi qui pourrait faire le chemin inverse et remplacer Dzeko. Football africain, sinon il s'agit à présent d'un Africain. Il s'agit de Stéphane Sessegnon qui a quitté Montpellier et s'est engagé avec le club turc de Gençlerbirliği. Voilà, un peu difficile, mais ça va. 15e du classement, l'international béninois, âgé de 33 ans, a signé un contrat de 18 mois avec son nouveau club. Toujours au titre des transferts, Arsenal, nouvelle offre pour Aubameyang. Arsenal espère que sa dernière offre pour Pierre-Emerick Aubameyang sera la bonne après avoir proposé 50 millions d'euros à Dortmund qui en attendait 10 de plus. Voilà. Les Gunners auraient accepté de surenchérir pour enrôler l'attaquant gabonais de 28 ans. Et puis, selon le Daily Mail, les dirigeants londoniens auraient ainsi transmis une nouvelle offre de 58 millions d'euros au Borussia Dortmund. Olivier Giroud, très souvent remplaçant en Angleterre, pourrait également faire partie de la transaction et rebondir en Allemagne. Tennis à présent, Open d'Australie. L'Espagnol Rafael Nadal ne fera pas la finale de cet Open. Le numéro 1 mondial a abandonné la rencontre pour une blessure à une jambe lors du 5e set de son quart de finale de l'Open d'Australie face au Croate Marin Cilic, 6e joueur mondial qui menait mardi à Melbourne. Nadal a demandé un temps mort médical au milieu du 4e set pour se faire masser le haut de la jambe droite. Par la suite, il n'a plus été capable de courir normalement comme on le voit sur les images. Même sans cette blessure, le Mallorquin aurait peut-être perdu ce match qui était mené par Cilic, âgé de 31 ans. Il était remis d'une précédente blessure au genou. Ça a été difficile pour Nadal dans cette compétition. C'est l'heure du débrief de notre magazine avec notre consultant Bakayoko Kapit qui nous a rejoint déjà. Et bien sûr, l'actualité, on la connaît. L'actualité du football à présent, c'est bien sûr au Maroc avec le championnat d'Afrique des Nations auquel la Côte d'Ivoire prend part, sinon auquel la Côte d'Ivoire a pris part puisque la Côte d'Ivoire est déjà sortie de cette compétition. Les éléphants avec 2 défaites et un match nul ont terminé 4e de la poule B, une élimination analysée par Esso Jean-Silver et Samuel Metch. Les éléphants quittent la compétition du CHAN 2018 par la petite porte avec un seul point dans leur bagage sans avoir réussi à inscrire le moindre but. Un maigre point récolté après les 3 matchs livrés dans une poule où ils étaient pourtant donnés favoris au regard de la 3e place qu'ils avaient occupée lors de l'édition de 2016 au Rwanda. Très attendu par plusieurs observateurs à ce rendez-vous destiné aux joueurs évoluant dans leur championnat, la Côte d'Ivoire a été méconnaissable avec une équipe approximative, douteuse et incapable de rivaliser avec ses adversaires dont les caractéristiques footballistiques demeurent l'endurance et le physique. Parlant de la préparation des Ivoiriens, un seul match en amical face à une nation qualifiée pour ce CHAN.
le Soudan, qui cherchait plutôt à bonifier son jeu, alignant une équipe B. Et que retenir des matchs amicaux disputés à Abidjan contre des équipes ivoiriennes, l'Africa Sport d'Abidjan, le WAC, l'AS Denguélé et le LIS de Sassandra. La défaite contre le WAC, actuel 5e de la Ligue 1 ivoirienne, était donc malheureusement un premier signal de cet échec. Ce groupe au CHAN a vraiment montré ses limites en 270 minutes de jeu. Cette élimination matinale des éléphants à prime soulève autant d'interrogations. La Ligue 1 ivoirienne est-elle inférieure à celle d'autres pays africains? Les joueurs convoqués par le sélectionneur Ibrahim Kamara étaient-ils vraiment les 23 meilleurs à mi-parcours du championnat? Ou encore, avaient-ils le vécu et l'expérience de ce type de compétition? Il est donc important de chercher rapidement à sauver ce football qui reste indéniablement la seule religion commune des Ivoiriens et ne surtout pas occulter qu'il nous faut dans un délai de 2 ans bâtir une équipe, mais une vraie équipe battante prête pour la CAN 2021 dont la Côte d'Ivoire en est le pays hôte. Voilà l'analyse de Maître Samuel. Alors moi, je vous propose de répondre à ces questions, aux questions posées par Samuel Maître. La première question, déjà, est-ce que la Ligue 1 serait inférieure à celle, enfin, au championnat qu'on a au CHAN? Non, ce n'est pas le critère d'appréciation du niveau de championnat. Le niveau de championnat s'apprécie dans les compétitions de clubs. Ouais. Lorsqu'on va arriver à la Coupe d'Afrique des clubs champions, à la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, eh bien, on verra effectivement si on a un bon niveau de championnat. Le CHAN, c'est une simple tribune pour faire la promotion des joueurs locaux. On ne peut pas juger le championnat à partir du CHAN, étant donné que, vous savez, les équipes nationales, il y a un problème, c'est celui du collectif. Notre équipe ivoirienne a beaucoup de très bons joueurs. Ce sont des jeunes gens qui ont du talent, on le sait. Mais le collectif n'est pas encore constitué. Il y a très peu de temps qu'ils jouent ensemble. Ils n'ont donc pas de vécu quotidien. Les automatismes n'ont pas marché. Donc notre véritable problème, c'est surtout à ce niveau. Ce n'est pas au niveau de la qualité intrinsèque des joueurs. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que la Ligue 1 est inférieure, Samuel. Première réponse à votre question. Deuxième question de l'inquiétude de notre confrère, c'est de savoir est-ce que les 23 joueurs convoqués étaient vraiment les meilleurs de notre championnat? Oui, c'est toujours la question, mais il faut que tout le monde se rappelle qu'une sélection, c'est un choix. Donc, c'est clair qu'il y a parfois dans ces choix des choses qu'on ne peut pas toujours comprendre, surtout que notre sélectionneur, il ne s'exprime pas beaucoup ici en Côte d'Ivoire. Il s'est exprimé beaucoup, en tout cas au Maroc, mais pas ici. Il n'explique pas toujours ses choix. S'il expliquait, on aurait pu en juger, mais il n'explique pas. On sait simplement que les joueurs qu'il a pris sont de très bons joueurs. Sont-ils les meilleurs? C'est la question qu'on va se poser au regard du résultat qu'ils ont produit. Mais ce qu'on doit dire aux Ivoiriens, c'est que quand on compose une sélection, à un poste donné, on peut avoir un joueur qui n'est pas forcément le meilleur au plan national, mais qui est le meilleur qui va avec les autres. Parce qu'on bâtit une complémentarité. Il y a des joueurs qu'on peut ne pas appeler, non pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce qu'ils ne sont pas complémentaires par rapport au jeu que l'entraîneur veut fournir. Donc, on peut juger que lorsque l'entraîneur s'explique sur son choix, quand il explique, j'ai choisi telle personne pour telle et telle raison, on peut apprécier. Mais s'il ne le dit pas, eh bien, on est obligé de regarder et apprécier simplement au vu du résultat. Donc la réponse est qu'il y a 23 joueurs, il n'y a que 23 places. Voilà. Il y a beaucoup de joueurs qui ont du talent en Côte d'Ivoire. Donc l'entraîneur est assez lucide pour choisir les 23 qui doivent partir en compétition. Troisième et dernière question, est-ce que c'est parce que l'équipe... Est-ce que c'est parce que l'équipe ivoirienne n'avait pas d'expérience pour ce genre de compétition? Oui, cela a joué. Pas l'équipe, les joueurs. C'est-à-dire l'équipe même du CHAN est une équipe qui est recomposée tous les 2 ans. Parce que vous le savez, le critère, c'est qu'il faut jouer dans son pays. Or, la Côte d'Ivoire est très grande exportatrice de joueurs. Donc, en général, d'un CHAN à un autre, on n'a pas les mêmes éléments. Donc, il ne peut pas acquérir l'expérience. On n'avait qu'un seul qui avait fait le CHAN 2016. Tous les autres sont partis. Serge et les autres sont tous partis aujourd'hui en Europe. On aura le même phénomène. Tous ceux qui sont là, il y a peu de chances qu'ils soient au CHAN de 2020. Il y a peu de chances. Donc, c'est une équipe qui est constamment recomposée. D'accord. Alors, on retient simplement qu'ils n'ont peut-être pas l'expérience individuellement, l'expérience de la haute compétition, mais l'équipe elle-même, il y a peu de chances qu'on puisse avoir une équipe qui passe d'un CHAN à un autre. Donc voilà. Il ne s'agit pas d'expérience, l'équipe gagnerait à avoir des matchs plus souvent ici en Côte d'Ivoire au lieu d'attendre quelques mois avant le CHAN pour pouvoir faire des matchs amicaux. La meilleure idée, c'est d'avoir des équipes de jeunes qui montent ensemble et donc qui se connaissent. Voilà, qui acquièrent de l'expérience dès le bas âge à partir de compétitions de jeunes.
Voilà, comme ça, au moment où ils arrivent à l'âge de 19-20 ans, ils ont déjà un vécu de compétition internationale et surtout, ils ont l'habitude de jouer ensemble, ils ont les automatismes. Ben voilà, vous avez donc la réponse aux 3 questions posées par nos confrères. Que pensent les Ivoiriens de cette élimination des équipes de l'équipe nationale du CHAN de Côte d'Ivoire? Patrick Dadier a tendu son micro. La SEC a commencé le championnat difficilement. Mais vous avez vu qu'au fur et à mesure que le championnat avançait, la mayonnaise a pris, l'équipe joue bien. Et la CHAN, c'est la même chose. C'est la même chose parce que quand on a une équipe qui est qualifiée pour la CHAN, il faut la préparation, il faut les matchs amicaux. Et là, on n'en a pas. Voilà. Et le problème au niveau des dirigeants, c'est que la caisse est vide. Et quand la caisse est vide, on ne peut rien faire. Le programme de l'entraîneur est là, c'est fait, on ne peut pas jouer les matchs amicaux parce qu'il y a des dépenses à effectuer. Donc là, je crois que c'est le véritable problème. Aujourd'hui, on est éliminé, ça me fait très mal. Mais aujourd'hui, cette équipe-là, c'est une bonne équipe, mais ils vont l'abandonner tout de suite. Et attendre, prochain qu'on appelle éliminatoire des CHAN. On va venir faire quoi? Aujourd'hui, notre football est relevé. On ne peut pas dire que c'est un problème qu'on appelle le championnat est bas. Non, la sous-région ici, pratiquement en Afrique, la Côte d'Ivoire, le championnat est plus élevé. Hein? C'est pas normal qu'on prend les meilleurs pour aller jouer une CHAN et puis, comment on appelle, on sort comme si on allait faire du tourisme. Ça me fait très mal. Donc, le problème est clé, c'est la préparation. Et le programme donné par l'entraîneur, il faut que les dirigeants arrivent à respecter. C'est-à-dire mettre à la disposition de ces personnes-là pour pouvoir travailler. Et regardez, comment on appelle la Zambie. La Zambie, vous allez retrouver une équipe, les joueurs qui ont joué combien de fois éliminatoire CAN mondial. Ceux-là, ils sont là, mais ils jouent les matchs amicaux. Ce que j'ai remarqué, c'est que on manquait d'agressivité. Voilà, il n'y avait pas d'esprit de groupe. Parce que lorsqu'on perdait le ballon, ça se créait là-dessus, il y a eu des échanges entre les différents attaquants. Voilà, donc je pense qu'à ce niveau, on doit travailler l'esprit de groupe et puis la combativité. Parce que c'est ce qui était la force des Zambiens. Parce qu'ils n'étaient pas techniques, mais ils avaient la rage de vaincre. Voilà, ils voulaient gagner, donc tu voyais qu'ils étaient sur tous les ballons. C'était un peu notre péché. On perd le ballon, ça marche, ça traîne, et puis le jeu était un peu lent. Voilà, un peu de vivacité dans le jeu, et je pense qu'avec ça va marcher, mais on ne doit pas se décourager. J'ai vu que, bon, ils n'ont pas démérité. Voilà, peut-être c'est la synchronisation qui n'a pas marché. Ils n'ont pas eu le temps de mieux se connaître durant la préparation. Voilà, parce que c'est pas facile en tout cas de prendre des joueurs de clubs différents et puis bon, pour que la cohésion prenne. Et puis moi je pense aussi que franchement il y a le niveau, voilà, du championnat aussi qui a beaucoup pesé. Parce que franchement on a vu aux 2 premiers matchs que les autres équipes étaient supérieures franchement à nous. En tout cas c'est le pauvre Dogui, on a vu devant vraiment se démarquer. Sinon à part ça franchement le reste c'était beaucoup en dessous. Donc, je retiens que les différents acteurs ont parlé d'esprit de groupe qui n'existait pas, franchement, et puis l'esprit de combativité qui manquait un peu dans cette équipe. Par contre, il y avait de bons côtés quand même, il y avait le talent individuel des joueurs. C'est bien résumé? Oui, c'est bien. En fait, c'est une opinion qui est juste. L'esprit de groupe, la solidarité, en fait, c'est vrai que quand on arrive, on vous dit, vous devez travailler en groupe. Mais c'est avec la pratique, c'est le fait de travailler ensemble, c'est le fait de se côtoyer, de se connaître, de se faire confiance, de prendre l'habitude de compter les uns sur les autres qui crée cet esprit-là. Donc cet esprit, on ne le crée pas par décret, on le crée avec le vécu, avec le fait de jouer ensemble, de pratiquer ensemble, de gagner ensemble, de perdre ensemble. Donc d'avoir quelque chose qui nous unit en nous-mêmes parce qu'on sait, par exemple quand je joue avec quelqu'un, je sais quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, je sais les choses qu'il aime, les choses qu'il n'aime pas, le type d'effort qu'il aime faire, quelles sont ses qualités, il va vite, il ne va pas vite, il est un peu lent, il est un peu paresseux. On apprend à se connaître et en fait à se compléter. On appelle ça l'optimisation des complémentarités. Moi, j'utilise mes forces pour essayer de compenser les faiblesses de l'autre. Et on prend plaisir à le faire, justement. Donc, l'esprit de groupe, ça s'acquiert avec, justement, le temps. Il faut donner du temps aux équipes. Il faut que les équipes aient le temps de se construire ensemble. C'est pour cela qu'au football, le paramètre temps est un facteur important. On ne construit pas une équipe comme ça, tout de go, pour dire « Allez, c'est les meilleurs, allez-y, la mayonnaise va prendre. » Non, il faut du temps. Voilà. En tout cas, les éléphants de Côte d'Ivoire entreront en groupe ce soir. Dès ce soir, ils quittent Marrakech, ils seront à Abidjan. Demain matin, au petit matin, voilà. Mais soyons indulgents avec cette équipe. Ce sont des jeunes qui font leur premier pas pour certains. Ce sont des jeunes qui essaient de se frotter au plus grand. Ça n'a pas marché cette fois-ci. Mais souvenez-vous de 2016, c'était très beau à voir avec l'équipe du CHAN qui était à cette compétition. Donc, soyons indulgents. 2020 sera meilleur. Voilà. Toujours avec le CHAN 2018, le Nigeria affrontait dans le groupe
Dans le grand stade d'Agadir, la Guinée équatoriale a déjà éliminé après 2 premières journées. Bien que menés au score à la pause, les Super Eagles ont réussi à s'imposer dans cette rencontre et terminent premier dans la poule C. Et sur Jean Silver, Samuel Meitch. Favori de la poule C, le Nigeria sera au rendez-vous des quarts de finale du CHAN 2018. Opposé à la Guinée équatoriale, qui sort de 2 revers, les Super Eagles se sont imposés sans surprise dans cette rencontre annoncée déjà déséquilibrée. Et pourtant, la partie ne fut pas facile pour les locaux nigérians qui ont été bien accrochés en première période, se faisant même surprendre à 5 minutes de la pause avec ce but de Nzalang National, le tout premier lors d'une phase finale du CHAN, œuvre de Nsi Eyama. En seconde période, les joueurs de Salissou Youssouf retrouvent leurs automatismes et réussissent à renverser l'adversaire en inscrivant 3 buts. À la 59e minute, Okpochu Anthony montre la voie du succès à Solomon Ojo, qui permet aux Verts et Blancs à la 69e minute de prendre l'avantage, avant que Rabiou Ali, sur pénalty à la 83e minute, ne plie le match. Une victoire qui conforte le Nigeria à la première place de la poule C avec 7 points. L'identité de son adversaire pour les quarts de finale sera connue à l'issue de l'opposition entre l'Angola et le Congo-Brazza. Un match intéressant que nous allons revoir tout à l'heure dans ces moindres détails avec vous, Bakayoko Kapit. Vous allez nous décrypter ce match. Mais pour l'instant, un petit mot sur cette rencontre. Oui, c'était une rencontre, c'est la 3e journée. Et généralement, la 3e journée, c'est la journée décisive. Ça veut dire la 3e journée, on sait quelles sont les équipes qui vont continuer, celles qui vont s'arrêter. Donc, ce sont des matchs relativement tendus. Moi, j'ai bien aimé ces 2 matchs qui étaient très beaux et puis qui ont montré, en fait, que ceux qui méritaient d'être qualifiés, ce sont ceux-là qui ont gagné. Et un match sifflé par un Ivoirien que vous connaissez très bien, Abou Koulibaly. Abou Koulibaly, un des meilleurs arbitres ivoiriens. Ce que j'aime chez ce garçon, c'est son ambition. On le voit bien, il a l'ambition d'aller très loin. Il fait des erreurs comme tous les hommes, mais on voit dans son allure, dans son style, dans sa façon de faire, qu'il veut vraiment aller loin. Il veut suivre l'exemple de ses aînés, notamment du président actuel de la Commission centrale des arbitres, Doué Noumandiez. Ils aspirent aujourd'hui à aller vraiment au niveau mondial. Donc, il avait cette compétition comme une étape pour progresser. Il a encore montré qu'il a de la qualité. Évidemment, il le sait lui-même, il y a encore beaucoup de choses à travailler, il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer parce que c'est ça, un homme, il doit être constamment, lorsqu'il vise des objectifs très hauts, il doit être dans ce qu'on appelle dans l'amélioration continue, c'est-à-dire chaque fois il regarde qu'est-ce qui peut être amélioré, et il va sur l'idée que c'est vrai, aujourd'hui j'ai peut-être fait bien, mais ce n'est pas parce que j'ai fait bien que je ne peux pas faire mieux, donc il va toujours en s'améliorant. Hier, en tout cas, il a été exceptionnel, absolument. Il a été magnifique. Moi je l'encourage et vraiment je suis fier de ce qu'il fournit parce qu'il fait vraiment honneur à la Côte d'Ivoire en termes d'intégrité et surtout en termes de qualité de prestations. Nous aussi, nous sommes fiers de lui. Félicitations à notre arbitre qui va aller très loin. Il va siffler des matchs de Coupe du Monde. Bon, ce serait bien qu'il ne soit pas le seul, il faut qu'il y en ait beaucoup d'autres parce qu'il y a de la qualité. Oui, absolument. Dans l'autre match de la poule C, le Rwanda à Tanger était face à l'équipe de la Libye. L'enjeu était de taille dans cette rencontre où il était question de décrocher le second billet qualificatif pour les quarts de finale. On retrouve encore Jean-Silver Esso et Samuel Meitch. Les Amavubi du Rwanda et les Crocodiles du Nil de la Libye, classés respectivement 2e et 3e, s'affrontent dans ce match d'une importance capitale dans la poule C, celle d'accompagner le Nigeria en quart de finale. Dès le coup d'envoi, les Libyens prennent le jeu à leur compte mais ne parviennent pas à faire la différence. Score à la pause 0-0. La deuxième période est similaire à la première. Il faut attendre les minutes additionnelles pour connaître le dénouement de la rencontre. Nous sommes à la 94e minute quand la défense rwandaise, qui est longtemps restée imprenable, fait preuve de manque de vigilance. Abouchnaf, servi par Aribi, s'applique pour inscrire le seul but de cette indécise rencontre. Scénario cruel pour les Rwandais qui avaient seulement besoin du point du nul pour atteindre les quarts de finale. C'est finalement la Libye qui termine 2e avec 6 points, derrière le Nigeria qui compte 7 points. Voilà, c'était le résumé de cette rencontre entre le Rwanda et la Libye. Maintenant, nous allons aller plus en profondeur avec vous, Bakayoko Kapit, pour voir les temps forts de cette rencontre.
Oui, on a eu un match qui était en fait le match le plus important du groupe parce qu'au moment où on aborde cette troisième journée, le Nigeria en tête avec 4 points, qui est donc qualifié quand on regarde les hypothèses. Et il y a la Guinée équatoriale qui est éliminée. Donc le match Nigeria-Guinée équatoriale, on avait d'un côté un qualifié, de l'autre un qui était déjà éliminé. Donc il n'y avait pratiquement pas d'enjeu. C'est dans ce match Rwanda-Libye qu'il y avait vraiment la bataille. Parce qu'au moment où on arrive à ce match, le Rwanda a 4 points et la Libye en a 3. Donc il faut absolument que la Libye gagne pour se qualifier. Et pour le Rwanda, même un match nul suffit à se qualifier. Et ça a été justement ça l'erreur du Rwanda. Parce que alors que le match est resté équilibré toute la première mi-temps, en deuxième mi-temps, les Rwandais ont commencé à reculer. Comme c'est le cas souvent des équipes qui ont un avantage à défendre. L'équipe a reculé au point de se retrouver complètement devant ses buts. Elles ont donc pris un but dans les derniers moments du match. Et voilà, et du coup, la Libye, avec cette victoire, a eu 3 points de plus et est passée donc de 3 à 6 points. Alors qu'au moment où on joue ce match, le Rwanda en a 4. Et si le Rwanda, même avec un match, il passe à 5 points et donc se qualifie avec en plus la première place si le Nigeria n'avait pas gagné. Oui. Donc en fait, on le voit et on l'a souvent dit, on joue au football pour gagner. C'est vrai qu'on peut avoir l'avantage et essayer de jouer de façon à conserver son avantage, mais il ne faut pas jouer à, comme on dit là, jouer pour ne pas perdre. On joue pour gagner. On joue à la limite pour imposer à l'adversaire un match nul. Mais on ne vient pas s'asseoir devant ses buts avec l'espoir que le temps passera entièrement sans que l'adversaire réussisse à marquer. Parce qu'un adversaire que vous n'attaquez pas, eh bien, il monte en confiance et il monte en nombre. Au lieu d'avoir 3-4 attaquants, vous allez avoir quasiment toute l'équipe, 7-8 personnes dans votre défense. Eh bien, avec le risque que n'importe quelle balle, même qu'un défenseur marque contre son camp, parce que vous êtes trop proche de vos buts. Et c'est ce qui est arrivé au Rwanda. Il ne fallait pas reculer, ils ont reculé. Eh bien, ils ont pris un but à la dernière, dans les derniers moments et être éliminés comme ça, alors qu'ils avaient bien commencé cette compétition. Bah, une victoire sur la Guinée équatoriale, une victoire nette d'ailleurs, mais avec cette mauvaise gestion de ce dernier match, eh bien, ils vont retourner à la maison et aller apprendre à nouveau comment on gère un match. D'accord, bienvenue à eux, hein, parce que nous, on est déjà à la maison. Et puis, le match du Nigeria, qui a été formidable, mené à la première partie, et le Nigeria qui remonte et qui se retrouve à la première place. En fait, dans un match, chacun a respecté sa place, d'une certaine façon. Mais au moment où on commence le match, le Nigeria est déjà qualifié. Donc, ils ne sont pas obligés de faire de très gros efforts. Et cela leur pose problème, justement, parce que quand on voit le premier but, on voit une équipe qui ne respecte pas l'adversaire. Le Nigeria joue comme s'il n'y avait personne en face. Ils ont été surpris donc par cette équipe de la Guinée équatoriale qui a marqué un très beau but de la tête. Et quand vous voyez le but, vous vous rendez compte que toute la défense nigériane est à l'arrêt. Ils observent comme si les Équatoriens guinéens étaient incapables de réagir. Ils ont donc été surpris par cette belle tête qui a donné ce premier but en première mi-temps. Évidemment, ça a fouetté leur orgueil. Et donc, en deuxième mi-temps, ils sont venus avec des intentions plus sérieuses, plus respectueuses de l'adversaire. Ils ont donc joué à leur niveau et ont pu donc marquer 3 buts. 3 buts qui ont prouvé qu'effectivement, ils étaient largement au-dessus des Équatoriens guinéens. Que le but marqué en première mi-temps, c'était effectivement le reflet d'un manque de respect de l'adversaire. Mais quand l'adversaire a commencé à les respecter et à se respecter lui-même, il est monté à son niveau. Donc, il a marqué 3 buts qui sont tout à fait mérités. Parce que dans cette compétition, le Nigeria et la Guinée équatoriale, ce n'était pas du tout le même niveau. La Guinée équatoriale est venue en 3 matchs, a pris 0 points et pratiquement 7 buts encaissés. Vraiment, ça a été la noyade complète pour cette équipe de Guinée équatoriale. Elle aussi est venue, a compris qu'il y a beaucoup à apprendre. Elle ira apprendre et puis elle reviendra certainement, j'imagine. Le Nigeria qui est en tête donc de cette poule, avec ses 7 points, suivi de la Libye, avec 6 points. 6 points, le Rwanda qui en a 4, qui est resté à 4. Puis la Guinée équatoriale qui n'a pas démarré, qui a 0 points dans cette rencontre. 0 points et a surtout un goal average de -6. Ça veut dire qu'au plan défensif, il y avait vraiment une grosse passoire qui laissait passer tout ce qui venait. Donc, cette équipe n'était pas au niveau. Elle va aller apprendre. C'est comme ça. Une compétition, ça vous révèle ce que vous êtes par rapport aux autres. Parce qu'au moment où on s'en va, on a de grandes ambitions, on se croit fort. Mais quand on est confronté à la réalité que les autres nous opposent, on se rend compte de son vrai niveau. D'accord. Voilà. Tant que vous n'êtes pas là à la compétition, vous êtes confiant. Vous pensez que vous avez un niveau pour battre tous les records. Eh bien, c'est quand vous avez l'adversité en face de vous que vous commencez à réaliser votre vrai niveau. Et dans la compétition, vous avez 2 possibilités. Ou bien,
vous prenez des leçons tout de suite et vous relevez votre niveau, ou bien alors vous revenez à la maison tranquillement. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui du retour du football nigérian qui était longtemps absent au sommet? Que ce soit chez les A comme chez les A'. Oui, le football nigérien, oui, on peut dire qu'il y a un retour puisqu'ils sont en train de se positionner. Là, le Nigeria est qualifié, le Nigeria est en Coupe du Monde. On peut penser à cela, mais le Nigeria, je dis, sa caractéristique, c'est l'instabilité au niveau fédéral. Ils ont vraiment beaucoup de problèmes au niveau de la fédération. Donc, du coup, ça joue sur la qualité de l'équipe nationale parce que le football, c'est une organisation. Dès lors que le management de cette organisation commence à avoir quelques difficultés, cela se ressent sur les résultats. Il faut se rappeler que quand le Nigeria a remporté la CAN 2013, il y avait de gros problèmes. Stephen Keshipe, à son âme, a dû batailler pour faire son équipe un peu à sa tête. La fédération était totalement opposée à ses choix. Et finalement, il se réconcilie quand il revient à la coupe à la maison. Mais ça n'a pas changé les habitudes de la fédération nigériane. C'est une fédération qui est souvent, comme la fédération camerounaise, dans beaucoup de turbulences. Maintenant, la Côte d'Ivoire est en train de prendre l'exemple aussi. Pour être dans les turbulences, eh bien, on va se rendre compte que les turbulences n'apportent rien au football. Absolument. Absolument. Il n'y a que dans l'ordre qu'on peut corriger. Dès qu'on rentre dans la turbulence, eh bien, on n'a plus le temps de corriger. D'accord, le Nigeria donc qui est premier de sa poule, qui va rencontrer le deuxième de la poule D, et la Libye rencontrera le premier de la poule D. Et concernant cette poule D, en ce moment même, les matchs sont en train de se jouer entre le Burkina Faso et le Cameroun, et le Congo qui affronte en ce moment l'Angola. 0-0 pour l'instant, après 5 minutes pour Burkina-Cameroun et 6 minutes pour Congo-Angola. Pour rester dans ce groupe D, il faut savoir que les jeux sont encore ouvert, puisque le Congo a 6 points, l'Angola en a 4, le Burkina Faso a 1 point, le Cameroun 0, mais ce n'est pas encore perdu pour le Burkina Faso, qui peut rattraper à n'importe quel moment l'Angola. En cas de victoire, il passe à 4 points. C'est ça qui est bien dans les questions de 3 matchs. Ça se joue à très peu de choses. Et c'est pour cela qu'il faut rester constamment concentré. Et puis, comme je l'ai souvent dit pour un match, le match il finit au coup de sifflet final, la compétition finit au dernier match, enfin, pour les équipes, c'est au dernier match de la 3e journée qu'on peut savoir si on est qualifié ou éliminé. On joue jusqu'au bout. Mais pour la Côte d'Ivoire, on savait déjà pour la 2e journée. La Côte d'Ivoire, il faut éviter d'aligner les défaites dans les 2 premières journées. Oui, sinon après, exactement. Après, le calcul devient plus difficile. Il faut au moins faire un match nul. Pas 2 défaites. 2 défaites, c'est un peu plus difficile. D'accord. Donc le Burkina Faso qui n'est pas encore mort entre griffes dans cette compétition. Le Burkina qui peut toujours rebondir. On espère que réussiront quelque chose parce que l'Afrique de l'Ouest, pour l'instant, la Guinée, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le bon exemple. C'est vrai. C'est vrai. On espère qu'ils vont sauver l'honneur de l'Afrique de l'Ouest. 0-0 toujours Congo-Angola. 0-0 Burkina Faso au Cameroun. 7 minutes de jeu. Tout à l'heure après, on aura donc les quarts de finale qui vont démarrer le 27 janvier, samedi. Et on connaît déjà les 2 premiers cas. Il s'agit de Maroc-Namibie, samedi à 16h30. On parle déjà de ça? Absolument. C'est un match où le Maroc part largement favori, mais ils devront faire attention pour ne pas répéter les mêmes erreurs qu'ils ont eu à montrer lors du premier match contre comment s'appelait cette petite équipe? Ils ont joué contre la Mauritanie. Voilà, contre la Mauritanie, le premier match. Ils ont eu une première mi-temps un peu difficile parce qu'ils n'étaient pas assez concentrés. Ils n'ont pas eu beaucoup de respect pour l'adversaire. Il a fallu qu'en deuxième mi-temps, ils se concentrent, qu'ils jouent sérieusement, qu'ils jouent posément, qu'ils jouent surtout à ne pas être impatients. Et donc, ils ont pu marquer les buts qui étaient attendus. La Mauritanie a opposé une résistance farouche, mais avec un niveau trop bas pour espérer tenir tout un match. Et on sait que Verena est au Maroc en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'il est en train de laisser ses empreintes encore dans cette équipe du Chan, puisqu'il est sélectionneur du Maroc? Donc je suppose qu'il a son mot à dire quand même. Oui, absolument. Je veux dire, dans le principe des fédérations qui s'organisent sur la durée, celui qu'on choisit comme le sélectionneur A, c'est-à-dire celui qui est au meilleur niveau, doit être soit le DTN, soit avoir une collaboration suffisante avec le DTN pour avoir un projet sur l'ensemble des équipes et sur plusieurs années. Donc cela prend à la fois les équipes de jeunes jusqu'aux équipes A', Espoir et tout ce qu'on veut. Ça permet de regarder la progression des joueurs depuis les plus bas niveaux jusqu'au sommet. Donc j'imagine que si Hervé Renard il est investi de ce type de pouvoir, il doit être en train de regarder en ce moment comment fonctionne cette équipe du Chan pour voir quelles sont les potentialités que cette équipe propose à l'équipe A. Quels sont ceux qui présentent des qualités telles qu'on puisse faire leur promotion vers l'équipe A. C'est ça le plus intéressant. Que le joueur il ait le sentiment
qu'il est dans un cadre qui lui permet d'aller de l'avant. Que quand il a réussi, par exemple, un bon chan, ça lui donne une chance d'être dans l'équipe A. Et donc, il se donne en pensant à cette possibilité de progression personnelle. Il faut donner toujours à quelqu'un un enjeu dans ce qu'il fait, pour qu'il s'y engage. Quand il n'y a rien à gagner, je veux dire, il y a une démotivation. Est-ce qu'aujourd'hui, la Namibie, on peut dire que c'est un adversaire facile face au Maroc? Ce n'est pas un adversaire facile parce que c'est un style de jeu très engagé, c'est un style de jeu très rude, c'est physiquement très fort et puis ils ont de l'endurance. Donc avec eux, il faut vraiment jouer tactiquement au meilleur niveau. Il ne faut surtout pas les négliger parce que sur les contres, ils sont très très forts. Et surtout, cette équipe de Namibie a montré qu'elle est d'une qualité de résistance importante. Elle a marqué tous ses buts pratiquement dans les dernières minutes des matchs contre la Côte d'Ivoire, contre les autres équipes. La Namibie ne marque pas en début de match parce que le niveau est relativement moyen, mais c'est une équipe endurante avec elle il faut tenir jusqu'à la fin du match parce que vous risquez d'être surpris par sa capacité à jouer au même niveau du début jusqu'à la fin. Et puis toujours ce 27 samedi, donc, il y aura le deuxième quart de finale à partir de 19h30 entre la Zambie et le Soudan. Deux styles de jeu qui se ressemblent. On verra donc ce qui va se passer pour ces quarts de finale. C'est une curiosité, effectivement. On va voir ce que cela va donner. Mais on espère surtout pour tous les téléspectateurs que ce sera un très beau match. On sera là avec eux pour en parler. Absolument, on sera là avec eux. On va donc voir avec beaucoup de plaisir ce match. C'est terminé pour le débrief. Le temps pour nous de donner cette information de basketball. Côte d'Ivoire, Coupe du Monde 2019. 17 joueurs présélectionnés pour la préparation des éliminatoires à Maputo du 23 au 25 février 2018 qui aura lieu en Chine. La Côte d'Ivoire logée dans le groupe D des éliminatoires cohabite avec le Sénégal, la Centrafrique et le Mozambique. Et puis, une information concernant le football féminin qu'on devait donner un peu plus tôt. La Fédération ivoirienne de football informe que pour la compétition UFOA B féminin qui va se dérouler ici à Abidjan du 14 au 24 février prochain, la période d'accréditation est ouverte depuis hier et ce jusqu'au 9 février prochain, vendredi. Donc, vous pouvez déposer pour la presse nationale et internationale vos demandes d'accréditation à la direction de la communication du côté de la FIF. Bakayoko Kapit, demain, il y aura le débat. À vous aussi, nous le disons, il y aura le grand débat tous les jeudis. On a donc un débat. Et le thème de demain, c'est bien sûr FIF. Allons-nous vers un blocage de la Fédération ivoirienne de football? Pourquoi autant de conférences de presse, de points de presse et de communiqués? Quel est le véritable problème au niveau de la fédération? Qui dit vrai dans tout ce cafouillage? Nous aurons des invités sur ce plateau. Choalio Demandé sera là, Magloire Diop sera là, Tchétché Aimé sera là pour un grand débat pendant les 45 minutes que nous aurons demain pour le JDS. Pour vous, on vous donne 1 minute pour donner votre avis sur ce problème à la Non, FIF. c'est un débat tellement passionné qu'en 1 minute, on n'a pas le temps vraiment de situer l'enjeu. Moi, j'ai une seule chose sur laquelle j'interpelle tous les acteurs du football. Quelque action que vous meniez, votre objectif doit être le développement du football. Voilà, c'est tout ce que je peux leur dire pour l'instant. Ça, c'est une fuite en avant. Non, pas du tout. Ça, c'était l'entrée. Maintenant, dites-nous, quel est votre avis sur ce problème? On a un groupe, le G42, 48 ou 52, je ne sais plus, qui demande donc la démission, sinon que le président Sidi Diallo organise une assemblée générale avec à l'ordre du jour sa révocation. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. La question de droit. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Oui, ils ont le droit. Les statuts prévoient cette possibilité. La question de l'opportunité. Est-ce opportun de mener cette action maintenant? Eh bien, pour apprécier cela, il faut savoir quels sont les objectifs de ceux qui mènent l'action et quels sont les éléments qui motivent la résistance du comité exécutif actuel. Et enfin, la troisième question, qu'est-ce que cela va donner sur la durée? Parce qu'on sent qu'on va vers un conflit qui va prendre un certain temps. Donc, quel sera l'impact sur notre football? Donc, c'est le football qui sera le grand perdant dans Absolument. Je veux dire, quel que soit ce qu'on peut avoir comme combat, si on a pour objectif vraiment de faire avancer le football, on va vers des positions qui ne sont pas tranchées, on sort des querelles de personnes et on va vraiment sur les questions objectives. On regarde vraiment qu'est-ce qui est le plus important. Pour moi, les questions de personnes, le président Houphouët-Boigny nous l'a dit ici, les querelles de personnes n'ont pas de solution.
Ne ratez donc pas le débat de demain à partir de 18h30. Je rappelle, à FIF, allons-nous vers un blocage? Pourquoi autant de conférences de presse, de points de presse et de communiqués? Quel est le véritable problème au niveau de la fédération? Qui dit vrai dans tout ce cafouillage? Choix demandé, Magloire Diop et Tchétché Aimé seront avec nous demain. Ça sera un grand débat. Je sais que vous posez déjà ces questions, donc rejoignez-nous demain à 18h30 pour avoir quelques réponses avec des preuves, hein, s'il vous plaît, parce que nous avons demandé des preuves pour tous les consultants. Merci beaucoup, Bakariko Kapit. Et puis, ne manquez pas de regarder le débat avec de demain. À demain.